exceptionnelle, dimanche à 21 h. Bonjour, merci de nous rejoindre en direct d'Aubervilliers, c'est en Seine-Saint-Denis, en région parisienne. Et c'est là où ce matin l'UMP se réunit en Conseil national et donne le coup d'envoi de la bataille des régionales pour le parti de la majorité. Ce matin ont eu lieu les présentations des différentes têtes de liste dans les 22 régions de la métropole, en présence de la quasi-totalité du gouvernement, puisque bon nombre de ministres et de secrétaires d'État sont engagés dans cette bataille électorale. On attend cette fin de matinée les discours de Xavier Bertrand, le secrétaire général de l'UMP, ainsi que celui du Premier ministre, François Fillon. Et puis concernant le programme de cet après-midi, eh bien, il y aura une table ronde consacrée à l'environnement. Et aux alentours de 17 h, on attend le discours de clôture du président de la République, Nicolas Sarkozy, donc qui devrait arriver. On n'a pas encore la confirmation de l'heure, mais aux alentours de 17 h. Absolument, et on espère tous ici, du côté évidemment des représentants de l'UMP, que le chef de l'État sera là bel et bien pour conclure ce Conseil national. Je vous le rappelle qu'il était au sommet du Commonwealth à Trinidad et Tobago, mais pour l'instant tout va bien, nous dit-on. Le chef de l'État sera bel et bien là, ça sera sur les alentours de effectivement 17 h pour conclure cette journée. Le point fort de cette matinée, Perrine, vous l'avez dit, eh bien c'était la présentation bien sûr des têtes de liste régionales pour l'UMP et ses alliés, ainsi que les chefs de file départementaux. Le gouvernement particulièrement impliqué dans ces élections qui se dérouleront, je vous le rappelle, le 14 et 21 mars prochain. Une vingtaine de membres du gouvernement vont participer à cette bataille électorale, dont 8 têtes de liste régionales, parmi elles bien sûr Valérie Pécresse en Île-de-France, ou encore Xavier Darcos en Aquitaine, ou Alain Marleix en Auvergne, et puis bien aussi 7 chefs de file départementaux, dont Brice Hortefeux, Henri Drincourt, Benoît Apparu. Voilà, c'était donc les 3 coups ce matin de l'UMP pour cette campagne des régionales. Et on commence cette matinée avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc secrétaire générale adjointe de l'UMP, mais surtout tête de liste dans votre département de l'Essonne. C'est un peu la Dream Team féminine en Ile-de-France pour l'UMP. Une liste qui va être conduite au niveau de la région par Valérie Pécresse. Mais donc vous êtes engagé dans cette bataille, ainsi que Chantal Joanneau, que Ramayad également pour le gouvernement. Oui, c'est une liste féminine, c'est une liste jeune et c'est surtout une liste très motivée. Moi, je fais l'expérience localement, comme élu, comme maire de Longjumeau, de ce que c'est qu'avoir la région avec Jean-Paul Huchon, et j'aimerais bien changer. Que disent les sondages actuellement? Alors c'est important les sondages quand tu prépares une élection. Que disent les sondages aujourd'hui? Les sondages disent un jour une chose et l'autre jour l'autre. Ils sont pas très stabilisés et de toute façon à 4 mois d'une élection, franchement c'est pas notre obsession. Notre sujet de la semaine là, c'était le projet. On a eu une réunion dans chaque département pour travailler sur le projet et on annoncera notre équipe complète à la fin du mois de janvier. Alors sur quels axes de campagne vous allez vous mobiliser? Sur quel thème vous avez envie de faire campagne? Moi en Ile-de-France, c'est d'abord le transport. Le transport dans toutes ses dimensions, et les transports c'est une manière aussi de parler du quotidien, de parler du stress, beaucoup de stress quand on est en grande couronne, de parler d'environnement. Je vous donne un exemple très concret. Moi je suis sur la ligne C du RER, en Essonne on a B, la C, la D. Là, la ligne C, les habitants de l'Essonne vont avoir 10 minutes de plus dans chaque sens de trajet pour aller à Paris, d'une décision qui a été prise par la région au STIF. On veut manifester d'ailleurs contre cette décision, on espère qu'elle sera revue, mais ça c'est des choses très concrètes, des choses qui nous pourrissent la vie au quotidien et qu'on veut changer en changeant la présidence de la région. Alors là c'est la chef de file départementale qui s'exprime, vous êtes aussi secrétaire adjoint de l'UMP, c'est un vrai challenge régional pour l'UMP. On va rappeler quand même qu'aujourd'hui 20 des 22 régions métropolitaines sont dirigées par la gauche. Un pronostic tout de même, où vous fixez-vous la barre à l'UMP pour ces élections? On est challenger. On est challenger. On n'est pas sortant. La gauche est sortante. 22 régions, la gauche est sortante. On est challenger et on ne se fixe pas forcément d'objectifs chiffrés parce que pour nous, on est totalement engagé dans toutes les régions. Il y a parfois des sondages qui nous donnent perdants sur telle ou telle région. Je vous assure que localement, les équipes sont très très motivées quand même et y croient.
Il reste quand même des risques de dissidents dans certaines régions. Je pense par exemple à Jacques Le Guen qui a été élu par les militants UMP en Bretagne, mais qui n'a pas été désigné officiellement par le président de la République. Je pense également à Jean Arthuis dans les Pays de la Loire qui entend constituer une liste dissidente. Pourquoi finalement le vote aux primaires des militants UMP n'a pas été tout à fait respecté? On est très largement rassemblés partout. Et d'ailleurs, je vous propose de regarder en contrepoint ce qui se passe au Parti Socialiste et ce qui se passe à gauche en général, puisque le Parti Socialiste est qu'une composante de la gauche en ce moment. Là, ça s'appelle de la division. Alors, ici ou là, c'est vrai qu'on a dû faire face à une ou deux difficultés. C'est bien normal. C'est la richesse du mouvement d'avoir beaucoup de personnalités qui ont envie de se mobiliser pour une élection comme celle-là. Le vote des militants a été respecté. Sur un ou deux endroits localement, tout le monde n'avait pas pu se présenter à l'occasion de la primaire. C'est le cas par exemple en Bretagne. Et donc il y a eu une révision, mais on essaye de faire ça vraiment de la manière à la fois la plus transparente et la plus ouverte possible. Mais c'est donc Bernadette Maligand qui va être la candidate Bernadette Maligand va être la candidate. Au niveau et on de la a par ailleurs Bretagne, beaucoup de régions dans lesquelles on a des candidats nouveaux centres, soit en tête de liste régionaux, soit en tête de liste départementaux. On aura des candidats gauche moderne, on aura des candidats des progressistes. Mais est-ce que c'est au chef de l'État finalement de s'impliquer comme ça dans la constitution des listes? Vous savez, le chef de l'État, il est dans une situation paradoxale. De toute façon, imaginez qu'on ne réussisse pas ces régionales, tout le monde dirait que c'est de sa faute, que c'est la politique qui est menée, que c'est donc qu'ils le veulent ou pas, il est impliqué. Bon, il choisit. Ça va être le chef de la campagne. Il n'est pas hypocrite de tempérament. Il choisit, voilà, qu'il le veuille ou pas, il est impliqué, donc il s'implique. Ça va être le leader de la campagne, Nicolas Sarkozy. De la campagne, c'est beaucoup dire. Si vous voulez, la campagne, c'est quelque chose de très concret, de très quotidien. C'est pas son rôle, mais il est à nos côtés pour cette campagne. On parle beaucoup d'enjeux. On parle beaucoup d'enjeux régionaux, départementaux. Il va y avoir un véritable enjeu national tout de même derrière ce scrutin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a forcément une lecture nationale d'un scrutin comme celui-ci, et même en Ile-de-France. Moi, je suis consciente, je suis dans une région qui est la région capitale. Il y a forcément toujours une lecture nationale qui est donnée à ces scrutins, mais c'est pas l'esprit dans lequel, moi personnellement, j'aborde la campagne. Moi, je suis tête de liste dans l'Essonne. Pour moi, la campagne, c'est comment on peut changer la région pour changer la vie des Essonniens. C'est ça l'objet de ma campagne. D'ailleurs, je l'ai dit à Valérie Pécresse. Moi, je ne brigue pas de nouvelles responsabilités exécutives au niveau régional, qu'on gagne, qu'on perde. Je brigue pas de place particulière dans l'exécutif. Ce que je veux, c'est qu'on gagne la région pour changer la vie des Essonniens. Alors une dernière question pour qu'on comprenne bien la stratégie de l'UMP dans cette bataille électorale. Il s'agit de ratisser le plus large possible au premier tour. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Moi, j'aime pas le terme ce qui se passe avec le mouvement pour la France de Philippe de Villiers, Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Il y a un comité quand même là qui s'est créé. Alors j'aime pas du tout le terme ratisser qui nous met dans le rôle des feuilles mortes, ce qui est, vous en conviendrez, extrêmement désagréable. Il s'agit de rassembler dès le premier tour. Il s'agit de rassembler dès le premier tour, partant du principe que de toute façon une région, pour la gagner, et surtout une fois qu'on l'a gagnée, il faut être rassemblé. Regardez ce qui s'est passé en Ile-de-France avec Huchon. La fusion, leur rassemblement, là, il s'est fait dans de mauvaises conditions. Les Verts, on ne sait pas si sont dans la majorité, pas dans la majorité. À chaque fois, à chaque budget, il y a des négociations sur des coins de table. Il y a un nombre de groupes différents à gauche dans l'exécutif, absolument effrayant. On n'y comprend plus rien. Bon, nous, ce qu'on dit, c'est la région, on voudra la gouverner rassemblée, on voudra la gouverner dans l'unité. Eh ben, on se rassemble dès l'avant pour envoyer ce message-là aux électeurs, parce qu'on trouve que c'est cohérent, en fait. On leur dit avant ce qu'on veut faire après. Très bien, écoutez, merci beaucoup Nathalie Kosciusko-Morizet d'avoir été avec nous ce matin en direct d'Aubervilliers. On va vous laisser rejoindre la salle du Conseil national de l'UMP. Et il y a Yves Gégaud qui va venir nous rejoindre, prendre votre place. Tout cela se passe en direct, hein, bien sûr. Voilà, Yves Gégaud, bonjour. Bonjour. On rappelle que vous étiez un candidat malheureux à la candidature au niveau de la tête de liste des régionales. Et, enfin, en tout cas, vous avez eu à un moment donné des velléités de prendre cette tête de liste pour mener la campagne en Ile-de-France. Vous allez maintenant travailler avec cette équipe très féminine dont on vient de parler avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Oui, on a fait l'unité, si j'ose dire. L'Île-de-France, elle a besoin d'avoir une équipe alternative à celle qui est en place depuis 12 ans. La gauche est éclatée dans 4 listes. Les franciliens vont avoir des vice-présidents de l'actuelle région sur 4 listes différentes qui s'opposent. Nous, on a voulu faire exactement le contraire, s'unir derrière une candidate dont on a considéré, dont nos militants ont considéré à juste titre qu'elle
quelle était la meilleure. Et puis avoir une équipe très diverse, parce que l'Île-de-France est diverse, avec beaucoup de femmes. Moi, je me réjouis d'être dans cette équipe où il y a la parité féminine. Et puis aussi eh bien, des candidats représentatifs d'une Île-de-France qui est la première région métissée de France, d'une Île-de-France qui ne doit oublier personne. Sur quoi elle va se jouer cette campagne en Île-de-France? Qu'est-ce qui va vous différencier fondamentalement d'un programme tiré par Jean-Paul Huchon, le sortant? Le bilan. Les Franciliens, depuis 12 ans, sont sous l'autorité de M. Huchon et de Mme Duflot, puisque les Verts et le Parti Socialiste dirigent la région. Les grandes compétences régionales, chacun peut tirer le bilan. Est-ce que les transports se sont améliorés depuis 12 ans? Je ne le crois pas. Est-ce que la formation professionnelle est plus performante? Est-ce qu'il y a moins de chômage? Malheureusement, je ne le crois pas. Est-ce qu'on attire de nouvelles entreprises? C'est exactement le contraire. Est-ce que l'Île-de-France apporte des réponses de vie quotidienne sur les problèmes de crèche, sur les problèmes de logement? Nous sommes la région. Il y avait cette nuit des milliers de personnes qui étaient aux côtés des mal logés, 50 000 mal logés en Île-de-France. Le premier responsable, c'est bien le président de la région qui n'a pas mis en place une politique dynamique ni d'acquisition foncière, ni d'aide à la construction pour permettre de construire du logement. Donc il y a un bilan, les Franciliens ont vu ce que faisaient les sortants. Nous, on aspire à faire mieux dans tous ces domaines. Et l'équipe qu'a constituée Valérie Pécresse, je crois, moi je suis maire, je suis responsable local, c'est une équipe qui a fait ses preuves pour dire aux Franciliens on peut vivre mieux, vous pouvez changer la donne, il faut qu'au mois de mars vous vous mobilisiez. Vous voyez, on n'est pas dans la politique politicienne, on est dans la vie quotidienne. Et la sécurité, le thème de la sécurité restera aussi un axe fort de votre campagne? Il y a une vraie différence, par exemple, on le voit bien, il y a un débat sur la vidéoprotection. Moi je suis maire d'une commune qui a installé 40 caméras il y a maintenant presque 10 ans de vidéoprotection. On a fait tomber de 80% la délinquance dans ma commune. J'ai cette expérience, je voudrais qu'à l'échelon de la région, nous ayons une politique très ambitieuse d'aide à l'installation de vidéoprotection dans les transports en commun, dans les lycées, partout. Les Verts disent on est contre. On voit bien que si c'est M. Huchon et sa majorité qui est reconduit, la vidéoprotection n'avancera pas. Si c'est nous, on offrira cette vraie protection aux Franciliens parce que c'est une région où il y a encore trop de délinquance et où il faut que chacun apporte sa pierre à cette construction. Vous venez d'être nommé conseiller politique dans l'organigramme de l'UMP. Sur cette campagne et sur un plan national, on le rappelle, on en a parlé avec Nathalie Kosciusko-Morizet, 20 des 22 régions métropolitaines sont aujourd'hui dirigées par la gauche. On a du mal aujourd'hui à trouver ici, aujourd'hui à Aubervilliers, des gens qui nous font des pronostics dans vos rangs, qui osent dire voilà, nous l'objectif, on va se fixer à tant de régions. Vous avez vous-même un pronostic? Ouais, on a 2 régions sur 22, donc si demain on en avait 3 sur 22, ce serait déjà un plus. Moi, l'espoir pour l'Île-de-France. On a le sentiment que vous mettez la barre assez bas, qu'il y a une ambition assez mitigée. Cette idée tout de même. du jeu de pronostic à 5 mois ou 4 mois et demi de l'élection est un jeu extrêmement compliqué dans une situation où ce qui fera voter les Franciliens, c'est d'abord, je crois, la qualité de nos listes, et les listes qu'on présente aujourd'hui est quelque chose d'important, et tous les Français dans chaque région vont avoir des listes de qualité. Et ensuite, c'est la capacité à mobiliser notre électorat. Est-ce que l'électorat de droite sera impressionné par certains titres de journaux ou une espèce d'ambiance qui voudrait que les choses politiques aillent mal? Ou est-ce que l'électorat de droite se dira on a un président de la République courageux, on se bat contre la crise et on fait mieux que les autres et il faut continuer, et faisons en sorte que les régions soient un plus et pas une soustraction à cette politique? Tout ça, c'est les aléas d'une élection. Moi, je ne suis pas Madame Soleil, je ne peux pas pronostiquer. Ce que je souhaite, c'est qu'on change la donne dans certaines régions et que les régions ne soient plus un blocage pour la politique gouvernementale, mais au contraire un plus pour la modernisation du pays. Globalement, la stratégie de l'UMP pour ces régionales, c'est quoi? C'est une campagne qui doit être essentiellement locale, où il faut qu'il y ait des axes, des thèmes, des thématiques fortes au niveau national? Je vais vous dire, c'est la France unie. La thématique, c'est d'unir nos forces, le national et le local, les pouvoirs de l'État, du gouvernement, les pouvoirs des régions, des départements, des communes. On doit tous aller dans le même sens pour l'emploi, pour lutter contre les délocalisations, pour former les jeunes Français, pour équiper le pays. C'est ça l'ambition politique. Et si vous avez des régions, et les socialistes nous livrent aujourd'hui leur stratégie, eux, c'est de dire les contre-pouvoirs, c'est-à-dire le blocage. L'État n'augmente pas ses impôts, les régions sont dans un délire fiscal. L'État veut aller dans le sens de
la vidéoprotection, pour revenir sur la sécurité, les régions bloquent le dispositif. Eh bien, je pense qu'il faut un peu de cohérence et que dans l'organisation locale des choses, il vaut mieux avoir tous les rameurs dans le bateau qui rament dans le même sens. Avec un chef de file, avec un leader, qui s'appelle Nicolas Sarkozy, qui est légitime, doit s'engager dans la campagne. Mais il va s'engager dans la campagne. Qu'est-ce que ce serait qu'une campagne qui concernerait tout le pays, où le président de la République ne s'engagerait pas? Il s'est engagé dans les européennes avec le même débat. On lui a dit mais c'est dangereux, mais vous allez perdre les européennes. On a vu le résultat. Le camp uni, le camp de l'unité nationale, le camp qui a envie qu'on continue le travail, c'est le nôtre. En face, on a beaucoup de critiques, c'est l'opposition, mais peu de propositions et surtout beaucoup de blocages. On parle beaucoup du retour des triangulaires, autrement dit du retour du Front National sur la scène politique française à l'occasion de ces élections, notamment en région PACA, en Alsace et aussi en région Île-de-France. Une triangulaire sur la région Île-de-France, ça vous paraît possible ? À craindre. Je le dis clairement, les triangulaires, c'est la stratégie du Parti Socialiste. Monsieur Mitterrand, en faisant rentrer le Front National en 1986 à l'Assemblée Nationale, a créé cet handicap politique pour la droite qui a permis au Parti Socialiste de gagner bien des régions en 2004 et de gagner bien des combats électoraux. Et Nicolas Sarkozy avait réussi à contenir le Front National pour la présidentielle, pour les législatives. Est-ce que vous allez y arriver pour ces régionales? Quand Madame Aubry lance des débats aussi démagogiques que ceux de la régularisation massive des sans-papiers, Madame Aubry n'a qu'un objectif, c'est réveiller le Front National. Ceux qui nous écoutent doivent le savoir. Ceux qui voteront Front National ou qui voteraient Front National, ils votent pour la gauche et ils font le nid de la gauche. C'est la stratégie du Parti Socialiste. Il faut la dénoncer. Nous sommes clairs. Nous n'avons jamais passé d'alliance. Nous sommes extrêmement clairs sur nos valeurs et nous n'utilisons pas le Front National pour une stratégie électorale. Au contraire, nous dénonçons cette manipulation de la gauche et je crois que les Français ne se laisseront pas avoir. Merci beaucoup Yves Gégaud d'avoir répondu ce matin à nos questions. Donc en direct de ce Conseil national de l'UMP, le coup d'envoi des régionales pour le parti de la majorité. Je vous propose tout de suite peut-être de rejoindre Jean-Pierre Lassalle pour une matinée chargée en discours. En ce moment, c'est Xavier Bertrand, le secrétaire général de l'UMP, qui est en train de s'exprimer. Et ensuite, nous pourrons entendre le Premier ministre François Fillon. Il s'agit bien sûr de galvaniser les troupes pour ce scrutin du 14 et 21 mars prochain. On va tout de suite en salle pour les écouter. À tout à l'heure. Dans notre pays. Certains voudraient nous faire croire que la burqa est un vêtement, et même un vêtement choisi. Pour moi, si c'est un vêtement subi, mais pour moi, la burqa est avant tout une prison pour les femmes. Je veux donc, et j'ai le sentiment que vous-même portez cette même conviction, je veux donc que l'on interdise le port de la burqa dans notre pays. En Afghanistan, nous sommes allés en Afghanistan pour lutter contre le terrorisme, pour faire reculer l'intégrisme, pour faire disparaître la burqa. Si nous combattons la burqa à Kaboul, ce n'est pas pour l'accepter à Paris. Ne nous y trompons pas non plus. Le port de la burqa est aussi une provocation. Et ne laissons pas faire, car ce qui est provocation un jour, si on ne fait rien, devient habitude le lendemain. Il n'en est tout simplement pas question. La civilisation française, c'est d'abord la langue française. Ma patrie, c'est la langue française, disait Albert Camus. Sans la langue française, la France ne serait plus elle-même. Elle serait comme un corps sans âme. Elle serait morte. S'il y a une priorité absolue en matière d'identité nationale, c'est de tout faire, absolument tout faire, pour enseigner la langue française aux enfants d'où qu'ils viennent, et de l'enseigner aussi à tous ceux qui veulent devenir français. C'est indispensable. Et aujourd'hui, l'examen de français qui est prévu par le contrat d'accueil et d'intégration est insuffisant, grotesque même par certains aspects. Il faut tout simplement le réformer et le changer. J'ai entendu certaines voix proposer qu'on enseigne aux enfants issus de l'immigration leur propre langue d'origine. Qui n'est pas favorable à ce que les jeunes apprennent les langues étrangères? Mais la priorité absolue, dans un pays où un jeune sur 3 en 6e a des difficultés de lecture, c'est bel et bien d'apprendre le français. C'est une priorité nationale. Et nous devrons proposer, lors de notre convention nationale, de nouvelles mesures pour que l'école républicaine puisse réellement vaincre l'illettrisme. Comment s'intégrer dans la société quand on ne sait pas lire et qu'on n'ose pas le dire? Comment s'intégrer dans le monde du travail quand on ne sait pas lire le contrat de travail qu'on vous présente? Comment dans la vie quotidienne?
Ne pas savoir ce que l'on peut acheter parce qu'on ne sait pas lire une notice et qu'on n'ose pas le dire et qu'on cache justement ces difficultés. Voilà pourquoi, nous le savons bien, savoir lire, c'est le facteur clé de toute intégration. Mais il y a aussi avec la langue française une autre dimension qui ne touche pas seulement notre territoire national. C'est le formidable défi de la francophonie, mon cher Alain. Car la langue française, justement, elle doit être dans le monde entier celle qui résonne. La dimension de la francophonie est une chance pour la France et pour la francophonie, nous avons aussi envie de nouvelles ambitions. Quand on parle de la langue française dans ce formidable débat, Éric, c'est aussi pour pouvoir porter la langue française en dehors de nos frontières et dans le monde entier. Je veux aussi vous parler d'une autre valeur. Une valeur dont on ne parle pas forcément souvent, et pourtant elle est essentielle, la responsabilité. Et le premier lieu d'exercice et d'apprentissage de la responsabilité, c'est la famille. C'est dans la famille qu'on apprend concrètement la fraternité, la justice et la solidarité entre les générations. C'est dans la famille qu'on transmet la morale et les principes de vie commune. Pour moi, c'est clair. L'éducation, c'est la famille, l'instruction, c'est l'école. Il ne faut pas tout confondre, sinon plus personne n'est dans son rôle. Les parents sont responsables de leurs enfants et tout doit être fait pour les responsabiliser. C'est pourquoi je désapprouve l'expérimentation qui veut récompenser l'assiduité des élèves. Pourquoi ne pas récompenser dans ce cas-là les élèves quand ils disent bonjour tant qu'on y est? L'assiduité scolaire est une obligation légale et les parents sont les premiers responsables. Quand il y a obligation, on sanctionne ceux qui dérogent. On ne récompense pas ceux qui respectent ou alors ce n'est plus une obligation. Aussi, comme vous, je veux savoir pourquoi la suspension des allocations familiales quand les enfants ne vont pas à l'école, prévue par la loi depuis 2006, n'est jamais appliquée. Et s'il faut changer la loi, nous la changerons dès l'année 2010, car quand les enfants ne vont pas en classe, je suis désolé, ça n'est pas la responsabilité de l'école, c'est la responsabilité des parents avant tout. Voilà la vérité. Croire aussi à la responsabilité familiale, c'est refuser l'idée de cette loi qui voudrait interdire la fessée. C'est aux parents de savoir ce qu'ils ont à faire. On ne peut pas prôner le rétablissement de l'autorité légitime des parents d'un côté, le retour des repères et des normes, et déconsidérer à tout bout de champ l'autorité parentale. Elle a besoin d'être renforcée, l'autorité parentale. Une société responsable, c'est aussi une société qui fixe des repères pour l'éducation des enfants. Il s'agit d'un débat difficile, je le sais bien, mais voilà pourquoi, comme secrétaire général, je m'oppose à l'adoption par des couples homosexuels. Un enfant a le droit d'avoir un père et une mère, c'est ainsi. Je sais bien que monte l'idée du droit à l'enfant, mais je crois qu'il y a un droit plus fondamental que le droit à l'enfant, c'est avant tout le droit de l'enfant, et c'est au nom de cette conception que je voulais vous redire cette conviction profonde. Être responsable aussi, c'est aussi savoir se mobiliser par rapport à un nouvel enjeu. Un enjeu dont nous parlerons cet après-midi. C'est l'enjeu du réchauffement climatique. Et c'est pour cette raison que je veux vous parler d'une valeur qui est chère à notre mouvement, l'écologie. Et pour être plus précis encore, l'écologie populaire, ma chère Chantal. Nous en parlerons longuement cet après-midi. Et je veux vous dire à présent qu'aucun gouvernement, sous aucune législature, n'aura fait autant pour l'environnement que celui de François Fillon, avec Jean-Louis Borloo, avec Nathalie Kosciusko-Morizet et avec Chantal Jouanneau. C'était la volonté de Nicolas Sarkozy et nous l'avons fait. Longtemps, ce sont les Verts, et pas seulement eux, qui ont parlé d'écologie. Mais pour la première fois, nous sommes passés à l'action. Et dites-vous bien, et dites autour de vous, qu'il n'y a aucun paradoxe à ce qu'un parti de droite et du centre soit écologiste, car nous sommes enracinés et nous sommes attentifs à l'évolution du monde. C'est aussi parce que nous aimons notre terroir, nos paysages, que nous sommes sensibles à ce qui est en train d'arriver à la nature. La première caractéristique de l'écologie populaire, c'est d'être une écologie humaniste. Jamais nous ne serons des écologistes doctrinaires. Les doctrinaires, nous les connaissons. Ce sont ceux qui, sortant d'une illusion,
se jette immédiatement dans une autre illusion, peut-être parce que les illusions tiennent chaud, sait-on jamais. Mais nous ne ferons pas cette erreur. Si nous sommes en train de rompre avec la religion de la croissance pour la croissance, ce n'est pas pour embrasser aussitôt la religion de la décroissance. Oui, l'idolâtrie du PIB n'est pas une bonne chose. Oui, il faut savoir choisir un indicateur qui tienne compte du coût environnemental de nos modes de production, comme l'a demandé le Président. Mais cela ne veut pas dire qu'il faille cesser de produire des richesses, comme le voudraient les partisans de la décroissance. Des richesses, nous en avons besoin pour financer les dépenses liées au vieillissement de nos sociétés, pour améliorer la vie de nos concitoyens. Et j'attends pour ma part, dans les débats qui vont s'ouvrir, j'attends des Verts qu'ils aient le courage de dire que leur vision de l'écologie entraînera la réduction des ressources de notre système social, qu'ils disent les choses et qu'ils disent aussi la vérité. Pour nous, l'écologie est compatible avec la production de richesses nouvelles. C'est l'objectif du Grenelle de l'environnement, c'est la logique du grand emprunt. Produire en France les technologies non polluantes dont le monde aura de plus en plus besoin. Mes amis, l'écologie que nous voulons, c'est aussi une écologie qui crée des emplois, 600 000 nouveaux emplois avec le Grenelle de l'environnement. C'est aussi l'idée de la taxe carbone. Il est quand même plus intelligent de taxer la pollution plutôt que de taxer la production. Il est plus intelligent de taxer la pollution plutôt que de taxer le travail. C'est en plus conforme à notre conception de la valeur du travail. L'écologie bien pensée, c'est une écologie qui crée de l'activité. Et c'est pour cela qu'elle est une écologie populaire. La deuxième caractéristique de l'écologie populaire, c'est qu'elle n'a pas peur du progrès scientifique. Nous savons bien que pour relever ce défi écologique, le changement des comportements, c'est la moitié de la solution. Mais l'autre moitié, c'est le progrès scientifique. Les panneaux solaires, les biocarburants de deuxième génération, le nucléaire de quatrième génération, tout cela, ce sont des solutions. Et on ne les mettra jamais au point en arrêtant la recherche scientifique. Voilà pourquoi nous sommes favorables à l'énergie nucléaire, parce que c'est elle qui permet à la France d'afficher un taux d'émission de gaz à effet de serre inférieur de 21% à la moyenne européenne. Là aussi, j'attends des Verts qu'ils aient le courage de dire qu'en arrêtant le nucléaire, ils casseraient notre indépendance énergétique. J'attends de les entendre. Enfin, et j'insiste beaucoup sur ce point, nous voulons une écologie juste, une écologie pour tous. Rien ne serait pire que de faire de l'écologie une politique adaptée seulement à ceux qui en auraient les moyens, seulement à ceux qui auraient les moyens d'avoir une bonne conscience et de faire un geste pour la planète. L'écologie populaire, c'est une écologie pour tous, une écologie pour le peuple, une écologie qui ne renchérit pas le coût de la vie, notamment pour les plus modestes de nos concitoyens. Voilà, mes amis, les principes de l'écologie à laquelle nous croyons. Une écologie humaniste, pas une écologie doctrinaire, une écologie du progrès scientifique et pas du retour aux sources, une écologie qui crée des emplois et pas une écologie de la décroissance, une écologie juste, certainement pas une écologie pour les élites, bref, l'écologie populaire à laquelle nous croyons et sur laquelle nous devenons crédibles. Je vous l'ai dit, c'est dans quelques semaines que sur le plan national, nous mettrons toutes nos forces dans la bataille des élections régionales. Mais vous le savez bien, j'ai voulu vous parler de valeurs parce que je sais aussi, dans tous les déplacements que je peux faire avec vous, je sais bien que vous avez besoin de savoir si oui ou non nous allons rester fidèles à nos valeurs et si nous allons tenir les engagements de la campagne de 2007. Et je veux vous dire, et vous le savez bien, que la fidélité à ces valeurs, la fidélité à nos valeurs, c'est la force de notre famille politique. C'est fier de nos valeurs que dans quelques semaines nous engagerons cette campagne des régionales. Nous parlerons aussi d'autres valeurs de notre famille politique. La justice, Michel, la justice sociale, Xavier, la sécurité, Brice, la sécurité qui est la première des libertés. Et nous continuerons aussi à parler de la famille. Mais dès maintenant, ayons conscience de la responsabilité qui est la nôtre. Nous sommes, mes amis, avec le Président de la République, avec le Premier ministre, les garants des engagements de la campagne présidentielle. Nous sommes même les dépositaires de la confiance des Français. Et je veux vous dire toutes et tous, conseillers nationaux, parlementaires, élus locaux et ministres, toutes et tous, quelles que soient nos fonctions, quels que soient nos mandats, nous sommes tous militants. Nous sommes des militants au service de nos valeurs, des militants au service de notre famille politique, le mouvement populaire, au service du Président de la République et surtout au service de la France. Je vous remercie de votre confiance. Et je vous demande de bien vouloir accueillir
Premier ministre, je vous demande d'accueillir François Fillon. Mon cher Jean-Pierre, mon cher Xavier, mes chers amis, cet après-midi, le président de la République sera parmi vous. Il vous parlera de la France, qu'ensemble nous servons depuis 2 ans et demi, et il vous remerciera pour le soutien que vous lui avez apporté inlassablement depuis son élection à la présidence de la République. Malgré les critiques, parfois blessantes, souvent stupides, de l'opposition, malgré la crise financière, malgré la récession économique, nous tenons notre cap. Nous ne sommes pas, vous le savez, dans une période comme les autres. Nous avons à la fois à répondre à une récession sans précédent qui a réduit nos marges de manœuvre de façon spectaculaire. Cette année, Éric, l'État rentrera 20% de recettes fiscales de moins qu'en 2008. Et en même temps, nous devons faire face à un basculement historique que cette crise financière a accentué. Je veux parler de la montée en puissance des pays émergents qui placent désormais frontalement le modèle occidental en situation de concurrence et en risque de déclin. Eh bien, face à ce défi, la France n'a pas d'autre choix que de rassembler toutes ses forces et toutes ses intelligences pour rester dans la course au progrès. C'est une œuvre de longue haleine. Elle nous commande de travailler pour l'intérêt général et pas pour les sondages du jour. Elle réclame de la ténacité, du sang-froid et de la loyauté. Plus que jamais, il faut tenir nos engagements parce que ce principe est au cœur de la confiance démocratique. L'heure n'est pas au bilan parce qu'il reste tellement de choses à accomplir pour relancer notre économie, pour renforcer notre pacte social, pour réaffirmer l'autorité de la République, mais nous pouvons regarder le chemin que nous avons parcouru depuis 2 ans et demi sans rougir. 80% des réformes sur lesquelles le président de la République s'était engagé ont été réalisées. Alors on peut être pour ou contre ces réformes, mais du moins nous pouvons regarder les Français dans les yeux et leur dire « Nous sommes fidèles aux engagements que nous avons pris devant vous et nous méritons votre confiance. » Cette fidélité, c'est elle qui justement nous permet de surmonter les résistances. C'est cette fidélité qui nous permet de transcender les humeurs changeantes de l'opinion. C'est cette fidélité qui nous permet de légitimer la droiture de notre action. Et le fil rouge de cette action, c'est la modernisation de la France. Nous nous sommes convaincus que notre vieille nation n'est pas condamnée au déclassement. Ce déclassement qui frappe toujours les peuples qui refusent de regarder la réalité en face. Les peuples qui choisissent de décliner en paix plutôt que de vivre en risque. Nous pensons que la France dispose du pouvoir de rayonner, du pouvoir de créer des richesses, du pouvoir d'inspirer les ruptures technologiques du XXIe siècle. Mais encore faut-il que nous soyons capables d'aller jusqu'au bout des 3 objectifs que nous nous sommes fixés. Accroître la productivité de la sphère publique, accentuer la compétitivité de la sphère économique et enfin remettre à jour notre modèle social. Sur bien des sujets, mes chers amis, le changement est déjà en marche.
Et c'est la raison pour laquelle j'ai la conviction que ces 3 objectifs sont atteignables. Regardez sur les régimes spéciaux de retraite. Nous avons rompu avec une inégalité sociale qui était criante, mais que tous les gouvernements craignaient de trancher. Ça n'est qu'une étape. Ça n'est qu'une étape vers la sécurisation de nos régimes de retraite, puisque l'espérance de vie continue de progresser au rythme d'1 trimestre par an, et en 2010, nous aurons un nouveau rendez-vous sur les retraites que nous n'esquiverons pas. Et je veux dire que ce rendez-vous, il n'est ni de droite, ni de gauche, il est implacablement démographique. Sur l'autonomie des universités, Valérie, nous avons rompu avec une situation de blocage qui restait inchangée depuis 1984. Nous assistions depuis près de 30 ans au déclin des universités françaises, année après année, sans pouvoir réagir ou, lorsque nous l'avons tenté, sans succès. Eh bien, l'année prochaine, plus de 50 de nos universités seront autonomes et elles seront en mesure de livrer la grande bataille de l'intelligence. Sur les droits de succession et les donations, nous avons rompu avec les pratiques confiscatoires du passé. 90 000 ménages y ont eu recours et le don moyen est de 20 000 €. Ça veut dire que nous sommes là au cœur des valeurs de la classe moyenne. La classe moyenne qui croit au travail, qui aspire à la sécurité, qui voit dans la transmission de ses héritages l'un des sens de sa vie. Avec la défiscalisation des heures supplémentaires, nous avons démantelé le mythe du partage du travail. Et d'ailleurs, je remarque qu'aujourd'hui, plus personne ne nous propose cette solution comme une réponse à la crise du chômage que nous rencontrons. Et dès que la croissance aura retrouvé un rythme plus soutenu, alors nous verrons ce dispositif se redéployer dans les entreprises. Enfin, avec le gel des dépenses de l'État et le non-recrutement de 100 000 fonctionnaires depuis 3 ans, nous avons mis un terme à des décennies de laxisme. Un État plus moderne, un État plus resserré, un État mieux géré, un État qui ferme ses casernes quand il n'en a plus besoin, qui fédère ses moyens hospitaliers là où les technologies l'exigent, qui rationalise sa carte judiciaire. C'est un État moins coûteux pour la France, mais ça n'est pas un État moins efficace pour les Français. Tous ces changements, réalisés en 30 mois seulement, je veux dire qu'ils sont la marque de la rupture qu'avait promise Nicolas Sarkozy. Ils sont la marque d'une mutation culturelle et politique. Souvenez-vous, pendant des décennies, on a dit que le peuple français était viscéralement frileux et fondamentalement conservateur. Eh bien, nous avons réconcilié nos concitoyens avec le changement et nous avons même réussi à y associer les partenaires sociaux qui sont entrés dans une logique de responsabilité. Nul ne doit s'y tromper, notre démocratie sociale est en pleine mutation. La culture de l'émiettement syndical et de la contestation mécanique est en train d'évoluer au profit d'une contractualisation des relations sociales qui est extrêmement prometteuse pour notre pays. Nous avons au fond brisé les clivages binaires qui cadenassaient la politique et qui nous plaçaient si fréquemment sur la défensive. Souvenez-vous du climat des années 80, climat étouffant sur le plan intellectuel, où toute pensée non homologuée par la gauche était systématiquement rejetée et dénigrée. Eh bien aujourd'hui, être à l'UMP, c'est être plus moderne et moins dogmatique qu'être au Parti socialiste. Avec le revenu de solidarité active, la solidarité est moins que jamais le monopole de la gauche. Elle est l'affaire de la République. Avec la régulation du capitalisme financier, dont nous avons été les principaux artisans de G20 en G20, le procès en ultralibéralisme qui nous était fait est définitivement clos. Sur l'encadrement et la taxation des stock options, des retraites chapeaux, des parachutes dorés, nous en avons fait davantage en 2 ans et demi que tous les gouvernements socialistes réunis. Il faut dire que ce n'est pas difficile, ils n'avaient rien fait sur ces sujets qu'ils critiquent aujourd'hui avec autant d'aplomb.
Avec le Grenelle de l'environnement, l'écologie n'appartient plus aux Verts. C'est un enjeu national, c'est un enjeu européen. Et dans quelques jours, nous saurons à Copenhague si le monde choisit d'agir sérieusement ou s'il regarde ailleurs, pour reprendre la belle formule de Jacques Chirac, tandis que la maison brûle. Nous entrons, vous le savez, dans la phase finale des négociations. La France y joue un rôle central. Nous avons engagé toutes nos forces pour que l'esprit de responsabilité l'emporte sur l'égoïsme. Le président de la République a convaincu des grands pays comme le Brésil de rejoindre les positions ambitieuses de l'Union européenne. Jean-Louis Borloo déploie depuis 2 mois toute sa force de conviction aux 4 coins de la planète pour rassembler les États les plus pauvres et les plus menacés par les changements climatiques. Hier, le président Obama a pris des engagements qui certes sont encore loin d'être comparables à ce qu'a décidé l'Europe, mais qui sont un premier pas permettant d'ouvrir de vraies négociations. La Chine a fait aussi des annonces. Les difficultés sont néanmoins réelles avant l'accord final que nous espérons tous. D'abord, il faut que nos grands partenaires mondiaux comprennent que l'Europe ne sera pas la variable d'ajustement de la négociation. Nous avons déjà beaucoup fait et cela a payé puisque finalement le mouvement mondial de réduction du CO2 est désormais engagé. Mais pour que l'Europe aille plus loin encore, eh bien, il faudra des engagements de réduction comparables de nos partenaires industrialisés et notamment de la part des États-Unis, et il faudra de vrais efforts de la part des pays émergents. Il faudra un système crédible permettant de vérifier dans le futur la réalisation effective de tous les engagements chiffrés pris à Copenhague. Il faudra également que l'accord politique que nous espérons tous se transforme en accord juridiquement contraignant et que la voie soit ouverte pour la création future d'une organisation mondiale de l'environnement, seul instrument capable de donner de la continuité à l'action qui a été engagée par les pays de l'Union européenne et qui, nous l'espérons, va déboucher à Copenhague. Il faudra enfin que l'Europe ne soit pas seule à s'engager en faveur de la solidarité financière internationale vis-à-vis des États les plus pauvres et les plus menacés par le changement climatique. Un accord ambitieux et global à Copenhague est désormais possible, mais je veux dire solennellement que si l'accord n'est pas satisfaisant, et en particulier si certains partenaires internationaux refusent d'assumer leur juste part des efforts nécessaires, alors la France veillera à ce que l'Union européenne mette en œuvre un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui s'appliquerait aux exportations en Europe et les moins engagés dans l'effort mondial de réduction du CO2. Oui, mes chers amis, nous avons fait évoluer la France sur le plan politique, sur le plan structurel et culturel. Mais notre effort de modernisation doit se poursuivre inlassablement. Nous réformons actuellement nos collectivités territoriales et nous avons décidé de supprimer la taxe professionnelle. Je veux dire qu'on ne peut pas, d'un côté, s'apitoyer sur la désindustrialisation de la France et de l'autre, regretter cette taxe qui frappe aveuglément les investissements des entreprises. La taxe professionnelle aura disparu au 1er janvier 2010. Vous savez, c'est une réforme historique parce que les gouvernements qui ont supprimé des impôts depuis 30 ans, j'allais dire ils se comptent sur les doigts de la main, mais c'est déjà beaucoup trop. Supprimer un impôt aussi important que la taxe professionnelle, c'est évidemment un acte très difficile. Mais en même temps, je pense que les Français reconnaissent que c'est un acte très courageux. Et tous ceux qui viennent nous expliquer jour après jour qu'ils sont naturellement favorables à la suppression de la taxe professionnelle, mais pas de cette façon, sont en vérité ceux qui, naturellement, se sont toujours opposés à ce qu'elle soit supprimée parce qu'ils n'en avaient pas la volonté. Les entreprises françaises ont besoin de voir baisser les charges fiscales qui pèsent sur elles parce que nous avons aujourd'hui les entreprises les plus imposées au monde et que ce n'est pas dans cette
configuration-là que nous pourrons gagner la bataille que j'évoquais tout à l'heure contre les pays émergents. Qu'est-ce qu'on pouvait supprimer d'autre que la taxe professionnelle pour alléger les charges des entreprises? Certains disent qu'il fallait supprimer les charges sociales. Mais mesdames et messieurs, mes chers amis, 27 milliards d'euros d'allègement de charges sociales ont été décidés année après année par les gouvernements successifs. Et aujourd'hui, sur les bas salaires, qu'est-ce qu'il reste comme charge sociale? Les cotisations sur les retraites. Qui aujourd'hui peut proposer, avec le sens des responsabilités, de baisser les cotisations sur les retraites? Alors il fallait baisser l'impôt sur les sociétés? Ça aurait été étrange de moins taxer les profits des entreprises pour conserver un impôt qui, lui, taxe les investissements des entreprises avant même qu'elles aient fait des profits. On ne peut pas non plus un jour dénoncer l'empilement des structures et des politiques locales et le lendemain s'insurger devant notre volonté d'instituer un conseiller territorial unique et de clarifier les compétences des collectivités territoriales. Au Congrès des maires de France, j'ai estimé nécessaire de rappeler clairement et franchement la réalité de notre réforme. Et j'appelle chacun d'entre vous à prendre sa part de la bataille d'opinion qui est engagée. Parce que trop de contre-vérités, trop de mensonges, trop de fausses rumeurs ont été propagées par l'opposition. Laisser entendre que le gouvernement veut recentraliser la France est faux. Laisser entendre que la taxe professionnelle ne sera pas compensée est faux. Elle sera intégralement compensée par des transferts de fiscalité et par la création de deux nouvelles taxes, une basée sur le foncier des entreprises et l'autre sur la valeur ajoutée, qui d'ailleurs va nous permettre de mettre en œuvre une péréquation que tout le monde réclame depuis des années, mais que personne n'a jamais mis en œuvre entre les communes pauvres, les communes riches, les départements pauvres, les départements riches. Laisser entendre que la nouvelle contribution économique territoriale sera déconnectée du territoire est faux. Laisser entendre que les ménages seront affectés par cette réforme est faux. Et d'ailleurs, la démonstration nous en est donnée par la gauche elle-même, qui, dans les collectivités qu'elle gère, n'a pas attendu que nous supprimions la taxe professionnelle pour augmenter de façon inconsidérée et irresponsable les impôts. Laisser entendre que les communes ne pourront plus bénéficier de l'aide des départements et des régions est faux. Laisser entendre que les années 2010 et 2011 n'offrent pas de visibilité aux collectivités est faux, et j'en ai précisément présenté les garanties. Le Parti socialiste souhaitait transformer le Congrès des maires en une arène politicienne. Eh bien, il a perdu la bataille parce qu'on n'instrumentalise pas les maires de France. Mes chers amis, ce débat légitime autour de la taxe professionnelle et des collectivités territoriales ne doit pas masquer un principe à mes yeux essentiel. Élus locaux ou élus nationaux, nous sommes tous comptables de l'intérêt général. Nous sommes tous au service de la République. Quand j'entends la gauche expliquer que les régions sont des contre-pouvoirs, c'est un contresens. Les régions sont des morceaux du territoire national et, comme les autres collectivités, elles doivent concourir à la mise en œuvre d'une politique qui défend l'intérêt général. Il n'y a pas d'un côté les collectivités locales et d'autre côté l'État. Croyez-vous que c'est en se divisant que nous allons relever le défi de la compétition internationale ? Croyez-vous que c'est en organisant des contre-pouvoirs locaux que nous allons faire reculer la désindustrialisation, que nous allons relever le défi de l'emploi, celui du développement durable, le défi impératif du rétablissement de nos comptes publics? C'est une affaire collective, c'est une affaire qui transcende les clivages partisans, bref, c'est une affaire républicaine. Alors gouverner la France, mes chers amis, c'est toujours une épreuve. Et ça l'est encore plus lorsqu'on est frappé de plein fouet par une crise internationale. Mais face à une épreuve aussi violente, qui aurait pu balayer notre pays si nous avions pris les mauvaises décisions,
Eh bien, on juge une politique à ses résultats. Et ces résultats, il faut les comparer à ceux de nos voisins. Toutes les prévisions indiquent qu'en 2009, c'est la France qui devrait le mieux résister à la crise en Europe. Nous aurons une baisse de notre croissance de l'ordre de 2 à 2,2%. Ce sera 5% pour l'Allemagne, ce sera 4,6% pour le Royaume-Uni, ce sera 4,7% pour l'Italie. Et pour l'année 2010, nous devrions avoir un peu plus de 1% de croissance. Ce sera l'un des meilleurs taux, si ce n'est le meilleur taux de la zone euro. Bien sûr, il faut avancer tous ces chiffres avec humilité, parce que derrière les statistiques, beaucoup de nos concitoyens vivent des heures très difficiles. Mais pour autant, nous ne devons pas renoncer à démontrer que notre stratégie fonctionne. Et il ne serait pas indécent que l'opposition, qui elle s'est trompée à chaque fois depuis le début de cette crise, le reconnaisse. Nous avons réussi à sécuriser le fonctionnement de notre système bancaire et à garantir les dépôts des Français. Nous avons misé à fond sur l'investissement public et privé et malgré la récession, nous sommes arrivés à faire tourner nos entreprises. Avec la progression de 4% des prestations sociales, avec la mise en place de la prime de solidarité active, avec la suppression du deuxième et du troisième tiers provisionnel pour 6 millions de Français issus des classes moyennes et modestes, nous avons aidé les Français autant que l'état de nos finances publiques le permettait à passer le choc de la crise. Eh bien, malgré la récession, et grâce à la politique que nous avons conduite, le pouvoir d'achat des ménages continue de progresser. Il devrait augmenter de 2% en 2009. Et d'ailleurs, mes chers amis, la consommation des ménages a augmenté de 2,3% en septembre et de 1,1% en octobre. Et sur un an, elle aura progressé de 3,4%. Souvenez-vous, il y a un an, la gauche nous expliquait que si nous ne baissions pas la TVA, le pouvoir d'achat des ménages allait s'effondrer. La vérité, c'est que la démagogie obscurcissait son raisonnement économique. Nous n'y avons pas cédé. Nous avons mis le paquet sur l'investissement. Nous avons privilégié des secteurs porteurs comme celui de l'automobile. Et l'on voit bien aujourd'hui que ce choix a été judicieux. Tous nos partenaires européens regardent avec envie la politique que nous avons conduite. Et il est jusqu'au Premier ministre russe qui me disait hier qu'ils allaient mettre en œuvre l'année prochaine en Russie la prime à la casse pour encourager l'industrie automobile russe. Dans ce paysage relativement moins défavorable que nos voisins, il y a un point dur, c'est le chômage. La France a connu une augmentation du taux de chômage de 25% en un an. Mais je veux vous dire qu'il a doublé en Espagne. Il a doublé aux États-Unis. Il a augmenté de 50% en Grande-Bretagne et il a augmenté de plus de 30% dans la zone euro. Évidemment, on ne peut pas se satisfaire que notre pays soit avec l'Allemagne celui qui a le mieux amorti le choc. Mais en même temps, je me refuse à voir la gauche masquer ses erreurs et son absence de proposition derrière l'étendard de la lutte contre le chômage. Avec 3% de croissance, la France restait, à l'époque de Lionel Jospin, l'un des États européens les plus mal classés en matière d'emploi. Alors évidemment, avec moins 2% de croissance, qui dans notre pays oserait prétendre qu'il a une solution miracle? Avec la fusion de la NPE et de l'UNEDIC, Laurent, avec la meilleure indemnisation de l'activité partielle, avec la suppression des charges dans les petites entreprises, avec l'extension du contrat de transition professionnelle et de la convention de reclassement personnalisé, nous faisons le maximum. Et je crois qu'on peut dire qu'il n'y a jamais eu autant d'instruments mis en œuvre par la puissance publique au service de l'emploi. Mes chers amis, jour après jour, nous constatons que nous sortons de la tempête financière et économique. La reprise se dessine et tout notre défi consiste maintenant à créer les conditions d'une croissance qui soit durable et qui soit aussi forte que possible. C'est l'objectif de la politique d'investissement d'avenir que nous allons engager. Dans les années 60, la France a misé sur le nucléaire. Dans les années 70, elle a misé sur l'aéronautique. Dans les années 80, elle a misé sur le TGV et sur l'espace.
Eh bien, aujourd'hui, il faut reprendre une longueur d'avance sur le futur. Nos grandes priorités nationales seront annoncées dans quelques jours par le Président de la République. Et nous mettrons en œuvre une politique que les autres pays européens commencent à regarder de près, qui consistera, avec une intervention publique, à stimuler les secteurs qui sont les plus prometteurs pour l'avenir de notre pays. J'espère, Monsieur le nouveau commissaire au marché intérieur et aux services financiers, que la Commission européenne aura à cœur d'initier en Europe une politique identique de soutien aux investissements d'avenir, parce que c'est là que le levier sera le plus efficace pour faire en sorte que l'Europe soit au premier rang. Créer les conditions d'une croissance durable, c'est aussi l'objectif de la remise en ordre de nos comptes publics et sociaux. S'il est légitime en ce moment d'aller chercher la reprise en nous endettant, il sera nécessaire de se désendetter si l'on veut installer solidement la croissance. En 2010, nous devons impérativement stabiliser notre déficit par rapport à 2009. Mais nous devrons aussi définir un calendrier et des objectifs précis pour le retour à l'équilibre des comptes publics. Ce sera l'objet de la conférence nationale sur les déficits annoncée par le Président de la République et ce sera le but, Éric, de la prochaine loi de finances pluriannuelle au printemps. Alors c'est dans cet environnement difficile, mon cher Xavier, que nous allons aborder les élections régionales. 4 mois nous séparent de cette échéance et je veux d'abord dire à tous les candidats qui porteront nos couleurs qu'ils peuvent compter sur mon soutien et sur celui du gouvernement. Je ne doserai ni mon appui ni mon amitié parce que mon devoir, c'est d'assumer avec vous les espoirs et les risques de ce rendez-vous électoral. Mais pour l'aborder dans les conditions les plus favorables possibles, je pense qu'il faut avoir à l'esprit quelques principes. Le premier, c'est d'être unis et de l'être au premier tour. La majorité présidentielle ne pouvait être ensemble pour gouverner la France et agir en ordre dispersé pour conquérir les régions. Personne ne l'aurait compris. Et devant cette évidence, la stratégie d'unité proposée par le Président de la République s'est imposée et je veux dire que c'est aujourd'hui peut-être notre principal atout dans la bataille qui commence. Parce que dès le soir du 14 mars, on verra la gauche se livrer au spectacle des rabibochages et des tractations. Et je peux vous dire d'expérience que ces manœuvres de dernière minute entre les deux tours sont délétères. Eh bien, c'est un obstacle que nous n'aurons pas à franchir. Grâce au travail d'orfèvre de Jean-Claude Gaudin et de la Commission nationale d'investiture, le sens du rassemblement et de la responsabilité l'a emporté au sein de la majorité présidentielle. Nous avons trouvé un équilibre qui respecte chacune des composantes de la majorité. Certes, chacun a dû faire des efforts, et notamment l'UMP, qui s'est montré digne de ses responsabilités et qui s'est montré digne de son rôle de première puissance de la majorité. Quand on est le premier parti, quand on est le plus fort, quand on est le plus important, eh bien, on doit faire plus d'efforts que les autres pour permettre à l'Union de fonctionner. Maintenant, mes amis, tout le monde devra se plier aux décisions prises. Et tout le monde devra faire campagne ensemble sur le terrain. Il faudra mettre de côté les intérêts personnels et les sensibilités partisanes, aussi légitimes soient-elles. Et je veux dire que ceux qui prendront le risque de mener dans leur région des listes parallèles au nom de je ne sais quelle argutie politique, ceux qui esquiveront prudemment leurs responsabilités politiques, eh bien ceux-là feront tout simplement le jeu de la gauche et se disqualifieront pour les combats de l'avenir. Le second principe, c'est qu'il faut aborder cette élection de front, l'aborder de biais, l'aborder sur un registre mineur, l'aborder sans panache. Eh bien, je vous dis, c'est l'assurance d'être battu. Il faut y aller sans complexe et d'une certaine façon libéré
parce que la vérité, c'est que nous avons tout à conquérir. Les élections intermédiaires ne dictent pas la politique de la France, mais ça n'est pas pour autant que nous devons mettre notre drapeau dans la poche. La gauche va tout faire pour instrumentaliser cette élection contre le président de la République, contre le gouvernement et contre les réformes. Eh bien nous devrons assumer notre bilan, nous devrons assumer nos convictions, nous devrons incarner le changement contre le conservatisme et nous devrons placer l'opposition devant le vide de ses propositions. Il ne faut pas laisser au Parti socialiste le pouvoir de faire croire aux Français que ces élus régionaux sont sans lien avec les incohérences et les divisions de la rue de Solferino. Incohérence et vacuité totale face à la crise économique. De la nationalisation des banques qu'ils réclamaient à la baisse massive de la TVA, les socialistes ont dit et proposé n'importe quoi sur cette crise. Incohérence et lâcheté sur la réforme des régimes spéciaux. Non contente d'avoir mis au placard tous les rapports qui l'intimaient d'agir sur les retraites, la gauche a trouvé encore sur ce sujet le moyen de s'opposer et de manifester contre la réforme. Eh bien, une telle inconscience ne lui donne pas vraiment le droit de donner des leçons sur la gestion de notre pacte social. Enfin, incohérence et irresponsabilité sur l'immigration. Martine Aubry vient de réclamer une régularisation massive. Je veux dire que c'est irresponsable. C'est irresponsable vis-à-vis des Français qui subissent la crise et le chômage. C'est irresponsable vis-à-vis de notre politique d'intégration qui ne peut pas produire ses effets si le flux des clandestins n'est pas enrayé. C'est irresponsable face à notre lutte contre les réseaux de passeurs qui misent justement sur notre relâchement. C'est irresponsable vis-à-vis des étrangers en situation régulière, parce que lorsque l'illégalité des uns est récompensée, alors la légalité des autres est bafouée. C'est irresponsable au regard des engagements que nous avons pris au niveau européen dans le cadre du pacte sur l'immigration et l'asile qui proscrit justement les régularisations massives. Mes chers amis, ce n'est pas seulement en faisant 22 campagnes régionales, chacun dans son coin, que nous combattrons cette gauche et que nous riposterons à ces attaques contre le président de la République et contre le gouvernement. Il va falloir faire du régional, parce que les Français attendent des propositions précises concernant leur région, mais il faudra aussi faire du national. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus aisé que beaucoup d'actions gouvernementales ont une résonance régionale. La relance économique et le combat pour l'emploi que les régions peuvent appuyer. Franchement, il y a beaucoup à dire sur l'effort des régions pour accompagner et soutenir la politique de relance du gouvernement. Le Grenelle de l'environnement, qui naturellement doit être relayé par les collectivités locales. C'est nous et non l'opposition qui avons enclenché la mutation du développement durable. C'est nous qui avons eu le courage d'instaurer la taxe anti-carbone et non pas la gauche qui s'est prudemment mise à l'abri alors même qu'elle avait signé en 2007 le pacte de Nicolas Hulot qui prévoyait la création de cette taxe anti-carbone. La bataille de l'intelligence qui s'inscrit dans le mouvement d'autonomie de nos universités dont l'ancrage dans le tissu local est renforcé. Le rétablissement de nos comptes publics. Depuis 3 ans, l'État fait des efforts. Depuis 5 ans, les régions socialistes n'en font aucun. Sur la fiscalité régionale, la gauche s'est révélée insatiable. Eh bien, nous devons, dans cette campagne, incarner la responsabilité fiscale. La ruralité, que nous avons décidé avec le président de la République de placer au cœur de l'action du gouvernement en 2010. Et puis enfin la nouvelle décentralisation que nous projetons pour les prochaines années. Mes chers amis, cette réforme de la décentralisation, on dit qu'elle est sensible, qu'elle est complexe pour les élus.
La vérité, c'est qu'elle ne l'est pas pour les Français. Si la gauche est hostile à la clarification des compétences, eh bien, il faut qu'elle le dise clairement aux électeurs. Si la gauche est hostile au conseiller territorial, c'est-à-dire au rapprochement du département et de la région, eh bien, il faut qu'elle ait le courage de le dire aux Français. La vérité, c'est que la réforme que nous proposons est d'une extrême simplicité. Nous voulons rationaliser l'organisation de notre territoire en renforçant deux couples. D'un côté, les communes et les communautés de communes qui doivent se rapprocher. De l'autre, les départements et les régions qui doivent eux-mêmes travailler ensemble. Il ne faut plus demain qu'il y ait un seul fonctionnaire territorial dans un département qui ait la même responsabilité et le même travail qu'un fonctionnaire territorial dans la région. Voilà, c'est pas plus simple que cela. Mes chers amis, notre devoir est clair. Face aux divisions de la gauche, nous devons incarner le rassemblement des Français. Face au conservatisme de la gauche, nous devons être ceux qui prennent le risque du changement pour protéger notre modèle social et notre projet de civilisation. Face à la coalition des intérêts catégoriels, nous devons être les défenseurs inlassables de l'intérêt général. Et face aux tentatives d'instrumentalisation des collectivités locales contre l'État, nous devons être les garants de l'unité de la République. Mes chers amis, la bataille des régionales qui s'engage, elle participe à la grande entreprise de rénovation de notre pays engagée par le Président de la République. Eh bien, je vous invite à partir de cette minute à la mener avec la même force et avec la même détermination que Nicolas Sarkozy met dans l'aventure et dans l'effort de réforme qu'il a entrepris pour notre pays. C'est en conduisant au même rythme les réformes au plan local et au plan national que nous donnerons à notre pays toutes ses chances de figurer au premier rang au ce début du XXIe siècle. Voilà, c'est donc avec ce discours du Premier ministre que s'achève cette matinée au Conseil national de l'UMP. Nous sommes toujours en direct d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, c'est en région parisienne. Tout au long de cette matinée, eh bien l'UMP a présenté ses différentes têtes de liste aux élections régionales. C'est véritablement aujourd'hui le coup d'envoi pour le parti de la majorité dans cette bataille des élections régionales de mars prochain. Et donc on vient de suivre le discours de François Fillon, le Premier ministre, qui s'engage dans une campagne avec un axe national assez fort, Jean-Pierre. Absolument, et vous avez vu, ce discours a été articulé en deux temps. Il s'agit tout d'abord, bien entendu, de défendre pied à pied l'action du gouvernement et notamment de resituer l'action du gouvernement dans la crise. C'est la France qui devrait le mieux résister à la crise en Europe, a dit le Premier ministre François Fillon. Il s'est notamment félicité de la bonne consommation de la France, de cette demande de la consommation qui soutient donc notre économie actuellement, a-t-il dit. Et puis il a annoncé d'ailleurs une hausse du pouvoir d'achat de 2% pour 2009. Par ailleurs, il a tout de même eu ce mot, car vous savez, les chiffres du chômage ne sont pas très bons, notamment concernant le mois d'octobre, avec 52 000 demandeurs d'emploi en plus en France. Le point dur dans cette crise, c'est le chômage, a tout de même bien précisé le Premier ministre. Et puis ensuite, c'est dans un contexte difficile, a-t-il dit, que va se dérouler cette campagne des régionales. Voilà, appelant à ses troupes à s'unir, et les troupes de la droite parlementaire notamment à s'unir, et ce dès le premier tour, a-t-il bien insisté, ce qui en dit assez long d'ailleurs sur la stratégie aujourd'hui de la droite parlementaire. Il s'agit bel et bien de faire le meilleur score, et ce dès le premier tour. En tout cas, François Fillon, le Premier ministre, en est convaincu. Voilà, alors on va revenir sur ce discours du Premier ministre et puis globalement sur le lancement de cette campagne pour les élections régionales avec plusieurs invités qui vont se succéder à nous.
nos côtés en direct. On va démarrer tout de suite avec Luc Châtel, voilà, qui vient nous rejoindre. Bonjour Luc Châtel, merci d'être avec nous ce matin. On vient donc d'écouter ce discours du Premier ministre il mettait en avant le bilan de son gouvernement. Est-ce que ça signifie que la campagne va être avant tout nationale plutôt que locale finalement? Vous savez, je crois que vous-même, observateur de la vie politique, le 21 mars au soir, qu'est-ce que vous regarderez? Vous regarderez le résultat région par région, mais sur l'ensemble du pays. Et vous regarderez qui a gagné des régions, qui a perdu des régions. Donc je crois qu'il faut assumer le fait que c'est un rendez-vous politique majeur, c'est un rendez-vous intermédiaire au cours du quinquennat, même si localement il peut y avoir des diversités de candidatures, des diversités de problématiques. Ce que nous avons voulu, c'est à la fois assumer cette échéance nationale et organiser, mobiliser la majorité présidentielle autour de ce rendez-vous. Et puis c'est région par région, choisir les meilleurs candidats et construire les meilleurs programmes par rapport aux problématiques locales. En tout cas, pas d'ambiguïté. Il s'agit bien d'un enjeu national avec ces élections, à vous entendre. 2004, on se souvient que Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, avait dit non, c'est un enjeu régional. Et là, pour le coup, on sent que c'est bon, vous assumez pleinement. Vous savez, d'abord, c'est un enjeu. Toutes les élections sont des élections politiques et d'une manière ou d'une autre ont une interprétation nationale. Donc assumons ce fait, assumons notre engagement depuis 2 ans et demi pour réformer la France et proposons une alternative dans chaque région aux politiques qui sont actuellement menées par les présidents socialistes. Et pour faire un bon score, alors sur le plan national, il faudrait reprendre combien de régions à la gauche, qui en détient 20 en métropole? Je ne crois pas que le sujet c'est de se fixer un objectif et de dire on va y arriver. Je crois qu'on peut avoir vous dans vos rangs qui veut fixer un objectif. Est-ce qu'il n'y a pas parce que c'est très difficile. Si vous voulez, d'abord nous sommes à 5 mois du scrutin, 4 mois du scrutin. On a vu l'année dernière aux élections européennes comme il était très difficile de faire des pronostics. Ensuite, nous avons clairement des régions comme la mienne, par exemple, Champagne-Ardenne, qui sont sans doute à notre portée. Encore faut-il que, et Jean-Luc Warsmann s'y efforce, nous soyons capables de faire une proposition de projet alternatif. Et ça a été l'objet des réunions de ce matin, de proposer une équipe diverse et qui ressemble aux 4 départements de la région. Et puis il peut y avoir des bonnes surprises. Prenons l'exemple de l'Île-de-France. Oui. Sur le papier, j'entends dire la droite est distancée par la gauche politiquement en Île-de-France. La réalité est bien différente. Aujourd'hui, avec le poids des écologistes, on peut très clairement voir un deuxième tour qui n'est pas forcément celui que tout le monde a en tête. Et Valérie Pécresse, avec, on l'a vu ce matin, une équipe totalement rajeunie, féminisée, ouverte, eh bien, a un vrai coup à jouer en Île-de-France. Il va y avoir aussi le risque des triangulaires avec le Front National. Dans plusieurs régions, on parle de 7 ou 8. C'est un véritable risque, ça, pour la droite? Si vous me demandez si le mode de scrutin actuel des élections régionales est le meilleur, ma réponse est clairement non. Je pense que ça n'est pas un bon scrutin. Je pense que c'est un scrutin qui favorise, et je l'ai vécu en 2004, les discussions compliquées entre les 2 tours qui sont loin de la clarification et de la transparence qu'on doit apporter aux électeurs. On fait avec. Alors, vous savez, la situation dans les sondages aujourd'hui ne sera pas forcément celle que nous rencontrerons dans 4 mois. Je crois que c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui affirmer fort nos valeurs. Il faut rappeler ce que nous faisons au niveau national. L'identité nationale, l'immigration. Il faut parler des problèmes des Français. Les sujets que vous avez évoqués sont au cœur des problématiques rencontrées tous les jours par les Français. Mais tout le monde dans votre famille, à droite, n'est pas forcément d'accord. Alain Juppé, Jean-Claude Gaudin, Jean-Pierre Raffarin ont lancer une sorte d'avertissement à l'UMP en disant attention, par exemple, la sécurité, c'est pas la préoccupation majeure des Français en ce moment. Mais la sécurité, c'est depuis de nombreuses années l'un des sujets de préoccupation majeure de nos concitoyens. Regardons les enquêtes d'opinion, c'est toujours entre le 1er et le 3e rang des préoccupations de nos concitoyens. Donc c'est au cœur des propositions que nous allons faire. Mais ça n'est pas le sujet unique. Il y a région par région à adapter un programme national. Les régions ont en charge la formation professionnelle. Aujourd'hui, l'emploi, c'est le sujet principal. Les régions ont en charge les lycées. Au moment où je lance une réforme en profondeur de notre lycée, avec une meilleure orientation, il y a une nécessité de mieux coordonner la politique d'éducation nationale et la politique menée dans chaque région par les conseils régionaux. Merci beaucoup Luc Châtel d'être venu sur ce plateau ici à Aubervilliers. C'est Éric Besson, un autre ministre du gouvernement qui va vous succéder. Je vous en prie, vous allez assister à tout ça en direct. Éric Besson va prendre la place de Luc Châtel.
bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous Merci à vous. ce matin. Donc on a pu suivre avant l'intervention à l'instant de Luc Châtel le discours du Premier ministre François Fillon. Qu'est-ce que vous avez retenu du discours de ce matin et qu'est-ce que vous attendez de celui du Président de la République cet après-midi aux alentours de 16h? Un message simple qui correspond, je crois, à ce qu'on vit depuis 2007. Le Président de la République a fait en 2007 un constat qui était que la France était en train de perdre de la compétitivité, c'est vrai à peu près depuis l'année 2000, toutes les courbes le montrent, qu'il fallait changer, qu'il fallait se réformer et que si on voulait protéger notre modèle de cohésion sociale, si on voulait continuer à être une nation solidaire, il fallait renforcer notre compétitivité. Et ça s'applique dans tous les domaines. Lorsqu'il y a eu la campagne des élections européennes, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il fallait changer l'Europe, vouloir l'Europe, la transformer, la réguler. Et de ce point de vue-là, la nomination de Michel Barnier à la tête du marché intérieur et des services financiers est une très grande nouvelle pour nous. Et bien pour les régions, c'est exactement la même chose. Ça va être quoi votre thème de campagne, oui, votre slogan phare? Ah, le mien, j'en ai pas. Celui de l'UMP, vous l'avez vu, c'est la France change. Est-ce que ma région change aussi? C'est dans le droit fil de ce que je disais, c'est-à-dire quelles sont les réformes nécessaires pour que les collectivités locales restent un atout pour la France, mais pas un poids. Oui, aujourd'hui, les dépenses locales, globalement, pèsent trop sur le budget des ménages et sur la compétitivité de la France. Alors, Éric Besson, il se dit beaucoup, vous allez avoir un rôle très important dans cette campagne. Pourquoi? Parce que il va vous revenir en grande partie de contenir le Front National, dont on sait que les études d'opinion disent qu'il est en train de remonter. Je n'en suis pas convaincu. Il faut parler le moins possible du Front National. Il faut répondre aux préoccupations du peuple, aux préoccupations des Français. Possible, du retour des triangulaires. Oui, moi je n'y crois pas beaucoup, mais je ne veux pas spéculer là-dessus. Ce qui est important, c'est ce que vous suggérez. Est-ce que les questions de sécurité, de régulation de l'immigration sont des questions qui préoccupent nos concitoyens et qui méritent action? La réponse est oui. Et pour autant, l'action gouvernementale ne se résume pas à cela. Est-ce qu'en ce moment, Laurent Wauquiez, Xavier Darcos essaient d'agir pour accélérer la sortie de crise et l'emploi? Le président de la République vient de passer toute la fin de semaine à se préoccuper du sommet de Copenhague. Donc cette idée qui s'est installée un peu dans l'opinion publique ou à travers les médias qu'il y aurait sécurité, immigration, impôts et aussi que le débat sur l'identité nationale que vous avez lancé serait une forme d'opportunisme électoral. Voilà ce qu'il dit aussi Éric Besson. Mais les Français s'en moquent de ça, ils se fichent du moment. Ils se sont saisis de ce débat sur vos télévisions, radios, journaux, magazines, partout en France, y compris dans nos cafés du commerce. On parle d'identité nationale, de qu'est-ce qu'être français, etc. Vous avez écouté ce matin? Ça va nourrir votre campagne au régional? Mais c'est pas moi ce qui m'intéresse, c'est pas la campagne des régionales. Même si le Parti socialiste a fait, je crois, une grande erreur ces derniers temps en mettant ces thèmes. Lorsque Martine Aubry va sur France 2 et qu'elle prône une régularisation très large, pour ne pas dire massive. Elle a dit large. Oui, elle a dit large. Elle a dit large, mais elle a dit en même temps qu'elle prenait exemple sur ce qu'ont fait les socialistes espagnols et ce qu'avait fait Lionel Jospin. Or, lorsque vous regardez qui est le plus critique sur la régularisation large faite par les Espagnols, José Luis Zapatero. Il a dit clairement, ce que j'ai fait c'était une erreur, je ne le referai pas. Il s'y est engagé. Et c'est symptomatique effectivement de voir Martine Aubry s'en emparer aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de piège. Finalement est tombé dans le piège tendu par le président de la République qui a quand même remis sur le tapis sur la scène. Le charme du Parti socialiste, et il faut l'encourager à continuer, c'est qu'il prend la pelle, il creuse le trou, il tombe dedans, il met un peu de terre dessus et après il dit on m'a tendu un piège. Il n'y avait pas de piège. Le débat identité nationale, vous l'avez entendu ce matin à travers deux beaux discours sur le sujet, celui de Jean-François Copé et de Xavier Bertrand, qui ont dit tout ce que ce débat peut avoir de valorisant, de noble, d'ouvert, de tourner vers l'avenir. Normalement, il n'aurait pas dû être un débat partisan. Et je note d'ailleurs que les socialistes, à force de dire qu'ils ne veulent pas participer au débat, chaque fois que vous les invitez, radio, télé, journaux, etc., ils y vont. Ils font un petit préambule en disant toujours le moment était mal choisi, on n'est pas dupe de la ficelle, etc., etc. Mais finalement,
qu'est-ce qu'ils font? Ils débattent et ils disent, pour être juste, souvent des choses intéressantes. Mon dernier mot, c'est qu'en fait la gauche a du mal, non pas avec le patriotisme, non pas avec la France, mais avec la nation. Qu'est-ce qu'il me suggère en permanence? Si ça avait été identité républicaine, pas de problème. Identité de la France, pas de problème. Mais identité nationale pose problème. Or la nation, il faut qu'il redécouvre que c'est le socle de notre solidarité. C'est là que va se faire à l'avenir la solidarité de notre pays. Merci beaucoup, merci à vous. Éric Besson, d'être venu sur ce plateau, bien sûr, ici à Aubervilliers. Vous allez laisser votre place à Frédéric Lefebvre, porte-parole il est très bon, de votre parti, l'UMP. Il est même meilleur que moi, donc je crois qu'il n'a pas besoin qu'on lui fasse de publicité, il va se défendre tout seul comme un grand. Merci à vous, Éric Besson. Frédéric Lefebvre, bonjour. Bonjour. Le Premier ministre a avancé comme condition première pour espérer faire un bon score assez régional, l'union absolue dès le premier tour dans la famille de la droite parlementaire. Oui. Bon, la stratégie, c'est bien ça. Il faut avoir un socle maximal dès le premier tour. Vous savez, il y a plus de 25% quoi qu'il arrive dans toutes les régions. Il y a un sujet sur lequel le président de la République a toujours regardé de très près la stratégie de l'UMP, la stratégie de la majorité présidentielle, c'est l'unité. Et les réserves alors, parce que là on parle du premier tour, mais il vous faudra des réserves malgré tout au second tour. Vous les aurez, ces réserves, vous allez les chercher où ces réserves? Et vous savez, le sujet c'est pas de faire de la cuisine avec les Français. Quand on va à une élection comme cette élection, le vrai message c'est qu'aujourd'hui on a un pays qui réforme. Et on a des régions qui tirent dans le sens inverse. Qui augmentent les impôts sans cesse, qui augmentent le nombre donc vous les percevez comme des contre-pouvoirs, ces régions dirigées par la gauche aujourd'hui? Des contrepoids, mais poids au sens, ils alourdissent le poids de notre pays. À un moment où on a la sortie de crise qui se prépare. Et le vrai enjeu pour nous, il est que dans chacune des régions, on puisse convaincre les Français qu'il est temps que chacun se mette à changer le pays. Et que la sortie de crise, si on veut réussir, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui tirent en sens inverse. C'est ça le sujet pour nous. Et donc cette unité, elle est d'autant plus importante qu'en face, moi je le dis pour la région Île-de-France, c'est ma région. En face, le président de la région Île-de-France, il va affronter sa propre majorité. Alors, comment voulez-vous, lui qui était dans l'immobilisme depuis toujours, qui convainc les gens qu'il est prêt à changer les choses, alors même qu'il va affronter la majorité avec laquelle il gouverne la région depuis tant et tant d'années? Unité donc de la majorité de l'UMP avec le nouveau centre. Et comme chef de file, Nicolas Sarkozy, vous souhaitez qu'il s'engage dans cette campagne, qu'il y participe activement, pleinement? Écoutez, il faut évidemment que le président de la République, parce que c'est notre première chance, s'engage, parle aux Français. Alors, c'est à lui de choisir sous quelle forme, parce qu'il est président de la République. Mais l'enjeu, je le redis, c'est que notre pays ne soit pas le seul à tirer dans le bon sens avec de l'autre côté des régions qui font tout pour compliquer la tâche. On l'a vu sur le plan de relance. C'est assez frappant. Les régions augmentent leurs dépenses de fonctionnement et ne sont pas au rendez-vous des dépenses d'investissement. Or, c'est avec l'investissement qu'on prépare l'avenir. Perrine évoquait l'accord passé avec les centristes du nouveau centre. Oui. Les centristes sont particulièrement contents de cet accord, 2 têtes de liste pour les régionales, un certain nombre de chefs de file départementaux. Ils espèrent jusqu'à 150 nouveaux conseillers régionaux. Est-ce qu'on va pas reconstituer l'UDF? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, au bout du compte, pour l'UMP, se reconstituer un UDF si les résultats sont aussi bons que ce qu'il escompte avec cet accord? Vous savez, pourquoi, alors que justement l'unité fonctionne, et si ils peuvent se développer, ce que je souhaite, c'est grâce à l'unité. Pourquoi voulez-vous qu'ils en tirent comme conséquence qu'il ne faut surtout pas faire l'unité de demain? Je crois que la politique, elle a des règles assez simples. Quand vous respectez vos partenaires, or c'est le cas de l'UMP, mais vous avez une chance de continuer de travailler avec eux dans de bonnes conditions. Regardez le Parti Socialiste. À force de ne respecter personne, ils sont bien seuls. Et quand je vois élection partielle après élection partielle, les résultats dans la région Île-de-France, mais ailleurs, regardez l'Alsace, où les écologistes sont devant eux. Mais écoutez, il n'y a aucune raison que nous, on change de stratégie. Voyez-vous, quand on se compare, on se rassure. Mais en s'alliant dès le premier tour le nouveau centre avec l'UMP, on crée une dynamique. Vous créez peut-être une dynamique, mais est-ce que du coup le nouveau centre ne va pas s'empêcher de rallier toutes les réserves de voix centristes, de récupérer des centristes qui sont un peu éparpillés? Vous savez, je crois que les Français ne supportent plus les petits arrangements de deuxième tour où un tel et un tel vient négocier et on te donne ci, on te donne ça.
Ça, c'est insupportable pour les Français. Nous, on veut aller à cette élection dès le premier tour, de manière claire. Donc on va avoir une réforme très importante à proposer aux Français. La réforme de l'organisation territoriale du pays. C'est pas une petite chose. Diminuer par 2 le nombre d'élus. Changer l'organisation. Baisser les impôts. Supprimer la taxe professionnelle. Et là, dans cette affaire, on va aller unis devant les Français. Et nous, on est les réformateurs. Et face à nous, qui on va avoir? Des conservateurs divisés. Mais avant ça, Frédéric Lefebvre, il faudra passer peut-être l'obstacle du Sénat où pour l'instant cette réforme territoriale et également la réforme de la taxe professionnelle n'a pas encore convaincu tous les sénateurs, y compris au sein de la majorité. Elle convainc de plus en plus, vous le savez, puisque vous êtes bien informés, que le travail qui a été fait permet de progresser sur la voie de l'accord, comme ça avait été le cas à l'Assemblée d'ailleurs. C'est normal qu'une réforme aussi difficile crée un vrai débat. Dernière question, Frédéric Lefebvre. Je reprends une phrase qu'a prononcée il y a quelques instants François Fillon, c'était en direct sur notre antenne. Il faut y aller sans complexe et d'une certaine façon libéré à ces élections. C'est-à-dire qu'il y aurait quelques complexes. Est-ce que vous ne seriez pas totalement libéré? Écoutez, honnêtement, en tout cas, je ne pense pas que quand François Fillon disait ça, il s'adressait à moi. J'ai pas le sentiment d'être très complexé et de devoir me libérer beaucoup. Mais il a raison. Il faut afficher, affirmer, revendiquer ce que nous sommes et ce que nous voulons faire. Merci beaucoup. Merci. Merci Frédéric Lefebvre. Christian Estrosi maintenant va nous rejoindre. Christian Estrosi, bonjour. Et vous vivez bien sûr tout ça en direct depuis Argenteuil. Hein. Non, Aubervilliers, pardon. Voilà, c'est en région parisienne. Vous n'avez pas perdu vos repères quand même. Si, complètement. Non, Aubervilliers, Seine-Saint-Denis, toujours en région parisienne. Christian Estrosi, j'ai vu que dans votre bonne vieille ville de Nice, dont vous êtes le maire, vous allez mettre le paquet sur la vidéosurveillance. Donc vous aussi, vous reprenez à votre compte ce thème de la sécurité. Est-ce que vous souhaitez qu'il soit un axe fort, majeur de cette campagne pour les régionales? Moi, je trouve surprenant la manière dont vous formulez votre question, comme si je reprenais à mon compte, alors que ce sont des politiques que j'ai engagées au plan local il y a 7 ans, en tant que président du Conseil général, où j'ai couvert mon département sur ces axes essentiels, sur l'entrée de tous les collèges, de caméras de vidéosurveillance, où j'ai voté lorsque j'ai été élu maire, c'était mon engagement personnel devant les Niçois, un plan de 550 caméras qui aujourd'hui est en place avec un centre de supervision, ce qui fait une caméra pour 730 habitants. Et avec quel résultat sur la délinquance constaté aujourd'hui? Moins 13% cette année, c'est-à-dire le meilleur résultat de France. Voilà. Une caméra pour 730 habitants, une pour 2000 à Paris, chez Monsieur Delanoë. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. C'est la démonstration que le président de la République a raison et qu'il ait des amis qui fassent la démonstration à la tête de leur collectivité locale que ça marche. C'est pas mal quand même. Et le faire savoir pendant cette campagne pour les régionales? En tout cas, vous savez, j'ai pas besoin de le faire savoir chez moi. Les Niçois en sont parfaitement conscients. En même temps, j'ai pris hier un arrêté de couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans non accompagnés après 23 heures. Parce que lorsqu'il y a un danger qui pèse sur eux ou lorsqu'ils font peser un danger sur autrui, j'estime qu'il faut protéger tout un chacun. Voilà. Et je me suis toujours inscrit dans ces politiques qui sont des politiques de prévention et de générosité. Prendre soin des autres. Alors, j'imagine que ce qui va particulièrement vous intéresser dans cette campagne, c'est bien sûr votre région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. La France. Thierry Mariani, tête de pont pour l'UMP dans cette région. Il s'agit de reprendre, on le rappelle, cette région à Michel Vauzel, le sortant. Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que vous avez quelques atouts dans votre jeu? D'abord, je suis membre du gouvernement. Je sers mon pays. J'accompagne le président de la République. Et donc, bien évidemment, je ferai une trentaine de réunions sur tous les territoires de métropole et d'outre-mer. Donc pas uniquement en PACA. Et ensuite, je mettrai le paquet, bien évidemment, pour accompagner mon ami Thierry Mariani en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'ai souhaité sa candidature et je l'accompagnerai partout où je pourrai lui témoigner mon soutien sur nos politiques d'aménagement du territoire, de transport, de formation, d'éducation, pour que nous rentrions dans le concret, là où cette région a tant souffert de politiques de saupoudrage, de laxisme et de pression fiscale qui aujourd'hui ont fait subir des conséquences à l'emploi. Thierry Mariani nous confiait sur notre antenne il y a quelques jours que c'était sans doute jouable, mais ça serait aussi compliqué à cause d'un éventuel triangulaire avec le Front National. Vous y croyez à une triangulaire dans votre région? Vous savez que pour
Pour une triangulaire, il suffit qu'une liste passe la barre des 10% pour être présente au deuxième tour. Donc je le dis à tous ceux qui nous écoutent, si on ne veut plus de la gauche qui administre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il faut voter utile. Voter utile, c'est voter Thierry Mariani et les excellents candidats que nous présentons dans chacun de nos départements avec un programme ambitieux. Les gens sont satisfaits de voir Jean-Claude Gaudin remarquablement gérer la ville de Marseille, Marie-Josée Rouac celle d'Avignon, Hubert Falco celle de Toulon, et je pense un peu, les Niçois sont satisfaits de la politique que je mène. Eh bien, s'ils veulent que ce soit la même politique que nous menions pour toute la région, il faut qu'ils se mobilisent sans se diviser derrière les listes que conduira Thierry Mariani. Donc vous allez vous appuyer sur ces forces locales, essentiellement les grandes villes de la région. Nous avons les 3/4 des parlementaires qui sont issus de notre famille politique dans notre région. Et il repose sur leurs épaules de prendre toute leur part de responsabilité. Vous savez, l'attitude qui consiste à dire c'est pas mon élection, ça me concerne pas, on n'a pas envie de laisser un de nos amis prendre trop d'importance. Non, je pense que Thierry Mariani a du talent, a la compétence pour pouvoir être demain un grand président de région, que nous accompagnerons chacun dans nos circonscriptions, chacun à la tête de nos collectivités, pour qu'enfin la région soit un outil économique et social au service de chaque habitant de notre région, qu'il soit du littoral méditerranéen ou du plus haut sommet des Alpes. Et vous allez inviter le chef de l'État à vous rendre visite en PACA dans votre région pendant la campagne, comme il l'a fait régulièrement. Écoutez, le chef de l'État est chez lui dans notre région. Je sais combien il y est aimé, encore aux dernières élections européennes. C'est dans ma ville et dans mon département qu'il y a réalisé ses meilleures performances, comme il y avait réalisé le meilleur résultat aux élections présidentielles. Je crois que c'est une fusion entre les Azuréens, les Alpins, les Provençaux et le président Nicolas Sarkozy qui s'est inscrit au cours des 20 dernières années dans l'histoire de notre région. Donc sans doute, et il le démontrera mardi d'ailleurs dans le Var où je l'accompagnerai en tant que ministre de l'Industrie. Une fois de plus, il pourra mesurer combien il y est apprécié. Merci beaucoup, Christian Estrosi, ministre de l'Industrie, bien sûr, du gouvernement Fillon. Bien écoutez, voilà, c'était la fin de cette matinée en direct sur nos antennes. Matinée importante, hein, vous l'avez vu, avec tout d'abord la présentation des têtes de liste, des chefs de pont UMP pour ces élections régionales qui se dérouleront, je vous le rappelle, le 14 et 21 mars prochain. Et puis ce discours du Premier ministre François Fillon en toute fin de matinée. On va se retrouver cet après-midi, Perrine. Oui, à partir de 15h30. Jean-Pierre, là, les militants UMP seront occupés autour d'une table ronde sur le thème de l'environnement, puisque l'UMP souhaite aussi faire de l'écologie, de l'environnement, un des axes forts de cette campagne. Et puis vers 16h, 16h15, on attend bien sûr la visite de Nicolas Sarkozy. Le président de la République vient prononcer cet après-midi un discours. Il vient clôturer ce Conseil national de l'UMP. Donc rendez-vous à partir de 15h30 avec de nouveaux invités et puis poursuivre en direct ce Conseil national de l'UMP. À tout à l'heure. Merci de nous avoir suivis ce matin. À tout à l'heure.